Bien, bonjour. Donc nous avons travaillé la question de la science. Peut-être est-il temps de travailler la question de la vérité, puisque nous essayons de nous intéresser globalement à la question de la vérité dans les sciences. Alors, quelle vérité? Bon, bien sûr, chercher la vérité, c'est un leitmotiv, c'est une règle de conduite, c'est presque le mantra de l'investigation intellectuelle. Qui pourrait s'y opposer? Cherchons la vérité. Mais en même temps, est-il un concept qui soit plus équivoque que celui de vérité? Et la vérité, d'ailleurs, est-elle en vérité un concept? Comment définir la vérité de la vérité? Il n'est pas question de se passer de la vérité. Elle est essentielle. Mais quand on parle de vérité, s'agit-il de vérité positiviste, comprise essentiellement comme un rapport du sujet à l'objet? S'agit-il de vérité idéaliste, comprise comme définition quasi performative du vrai par l'être de la conscience? S'agit-il de vérité pragmatiste, comprise essentiellement comme économie du sujet connaissant? Il faut être sérieux avec la vérité. Il ne suffit pas de la revendiquer à chaque phrase pour la servir dignement. Rien ne serait pire que de l'appeler à la manière d'une prière, sans comprendre les difficultés et les subtilités qui lui sont associées. Croire que la question de la vérité ne mérite pas d'être étudiée parce que la vérité s'imposerait d'elle-même est la pire offense que l'on puisse faire, me semble-t-il, au concept de vérité. Les stoïciens distinguaient entre aletheia et to aletes, c'est-à-dire entre la vérité et le vrai, c'est-à-dire entre le substantif et l'adjectif substantivé. Alors, le vrai était plutôt attaché à la correction d'un énoncé en tant que valeur essentiellement logique et descriptive d'un état de choses, ce qui est plus ou moins en accord avec l'usage contemporain du mot. Au contraire, la vérité tirait du côté de la substance et de la sagesse. En Grèce archaïque, la vérité finalement ne s'opposait pas au mensonge ou à l'erreur, mais à l'oubli. La parole du poète que nous évoquions au précédent cours, inspirée par les muses, tendait à définir la vérité comme une anamnèse, c'est-à-dire une mémoire ressuscitée. D'ailleurs, c'est un peu le sens, n'est-ce pas, du mot aletheia. Heidegger parlait de dévoilement, mais ce n'est pas vraiment ça. En fait, c'est le fleuve Léthé qui était réputé empli d'eau oublieuse. Et donc, aletheia, ça signifie que les âmes revenant et ayant contemplé la vérité ne sont plus obligées de passer dans les eaux oublieuses du fleuve Léthé. Et donc, en ce sens, la vérité est davantage une pratique initiatique qu'un concept logique. Étrangement peut-être, elle se confond aussi avec l'ordre en tant que mesure cosmique et politique. Autrement dit, la beauté rhétorique constitue, ou en tous les cas contribue, à la valeur de vérité du discours. Vous voyez, ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est presque le contraire de la définition de la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dirait la vérité, elle est ce qu'elle est. Et un discours éloquent qui serait faux, on le qualifierait de populisme. On dirait c'est un rhéteur, mais il ment. Alors qu'en Grèce archaïque, finalement, c'est précisément la qualité rhétorique du poète qui va fonder, dans une certaine mesure, en tout cas, la véridicité de son discours. Ceci pour vous montrer que le concept même de vérité a évolué. Ne faites pas comme si la vérité était transhistorique, transgéographique, transculturelle. On pourrait le désirer, peut-être, mais c'est fou.
Les variations et les libertés dans et autour de l'espace mythique primordial sont autorisées en tant que vérité en devenir, quand elle n'oublie rien de ce que j'appelais précédemment le socle commun de connaissance. Alors bien sûr, il est tout à fait évident que la vérité évoquée dans le discours philosophique contemporain n'est pas la vérité d'Homère ou d'Hésiode. Ça va de soi. Mais pour autant, ce qui est fondamental, c'est de garder à l'esprit que le cheminement du concept n'a rien d'évident, n'a rien d'univoque, et que cette évolution ne s'est pas faite sans anicroche et sans point de rebroussement. Bien évidemment, la vérité n'est pas morte. Bon, citons Nietzsche par exemple. Bien sûr, c'est très subversif. Citer Nietzsche quand on parle de vérité, ce n'est pas neutre. Nietzsche écrivait « Qu'est-ce donc que la vérité ? Une multitude mouvante de métaphores, de métonymies, d'anthropomorphismes, bref, une somme de relations humaines qui ont été rehaussées, transposées et ornées par la poésie et la rhétorique, et qui, après un long usage, paraissent établies, canoniques et contraignantes aux yeux d'un peuple. Les vérités sont des illusions qui ont oublié qu'elles le sont, des métaphores usées qui ont perdu leur force sensible, des pièces de monnaie qui ont perdu leur effigie et qu'on ne considère plus comme telles, mais seulement comme du métal. Bon, c'est ce que Nietzsche écrivait dans « Vérité et mensonge » au sens extramoral. Alors bien sûr, il n'est pas question d'en rester à cette condamnation de la vérité. Mais il est question de noter l'évolution, pourrait-on dire, d'une vérité cosmo-théologique à une vérité correspondantiste, puis d'une vérité correspondantiste à une vérité logique et syntaxique d'une part, pragmatique d'autre part, qui s'est avérée tout sauf linéaire. Je crois qu'il est honnête de constater que nous ne pouvons être qu'en difficulté avec la vérité. Parce que la pensée se doit tout à la fois de l'affronter, de s'y tenir, de s'y retenir et de s'y définir. Alors, bien sûr, on peut la définir, mais ce mouvement a tendance à se confondre avec finalement le geste contraire, l'influx entrant et non pas seulement le flux sortant. Autrement dit, la vérité, je crois, forme tout à la fois le cadre, la limite à ne pas franchir et le matériau à façonner. C'est ce qui la rend complexe. Alors, je ne vais pas du tout faire une histoire philosophique de la vérité, ça serait un cours à part entière qui prendrait des dizaines d'heures. Je voudrais juste vous montrer, avec quelques exemples, de façon beaucoup trop rapide, la complexité du problème. Pas pour avoir une vision d'ensemble du problème, c'est pas mon propos ici, mais pour comprendre que quand on dit vérité, on ne réfère pas à quelque chose de simple, d'unique et de non équivoque. Donc Thomas d'Aquin définissait la vérité comme adequatio rei et intellectus, c'est-à-dire adéquation de la pensée et des choses. Bien. Ça, c'est à peu près en accord avec l'intuition contemporaine. Et une immense tradition a développé et affronté cette hypothèse qui, en réalité, est loin d'aller d'elle-même. Le débat est, me semble-t-il, toujours d'une manière ou d'une autre lié à la différenciation entre veritas in essendo, c'est-à-dire la vérité ontologique, et veritas in cognoscendo, c'est-à-dire la vérité logique. Dans le premier cas, c'est l'abstraction objective qui est visée, tandis que le second se focalise davantage sur une sorte de conformité. Cette distinction, d'ailleurs, sous-tend un large pan du système cartésien et me semble d'ailleurs nourrir aussi la discrimination kantienne entre vérité formelle et discrimination matérielle. Elle se ramifie jusqu'en philosophie contemporaine, le XXe siècle ayant infléchi plusieurs directions, parfois antagonistes, des théories de la correspondance. Alors, je ne vais pas tout résumer, tout énoncer, une fois de plus, mais on peut, à gros traits, distinguer d'une part les dimensions pragmatiques,
sémantique, intrinsèque, extrinsèque, historique, existentialiste de l'idée de vérité, et d'autre part, je dirais voir une première filiation assez naturelle qu'on pourrait nommer Leibniz, Berkeley, Hegel, et qui, déniant l'existence de faits strictement indépendants de la pensée, se déploierait dans la recherche d'une totalité pouvant seule tendre vers ce qu'on appelle alors vérité, et d'autre part, des voies comme par exemple celle développée par Rodolphe Carnap, qui insisterait sur la cohérence et la compatibilité du corpus. Bon, j'en dis pas plus. Sur ce point, gardons simplement en tête qu'il y a, je crois, un double mouvement de contrainte et de libération. Parce qu'il faut se soumettre à la vérité, c'est la règle du jeu, nous ne sommes pas des tricheurs, mais que pourtant elle demeure tout le temps redéfinissable. C'est ça qui est subtil. Vous voyez ? La plurivocité du vrai n'est pas un bâillement ou une hésitation. La plurivocité du vrai n'est pas le faux. C'est ça que j'essaye de dire. Elle est à la fois nécessaire, présente, vitale, incontestable et inacceptable, parce qu'inaccessible. Je dirais quelle est la latitude qu'aucun système, fût-il d'ailleurs lui-même une révocation de la pensée systémique, ne peut ouvertement et en conscience s'autoriser. Donc la pensée digne de ce nom ne transige pas avec la vérité. Pas même les postures, qualifiées d'ailleurs souvent à tort et de manière hâtive, de manière beaucoup trop lâche, de relativistes. Le relativisme, nous y reviendrons, digne de ce nom j'entends, touche rarement à la dimension à l'éthique. Et quand il s'y risque, il porte ou il déporte la question sur le plan logique, mais n'y renonce jamais abruptement dans un déni même de la légitimité opératoire du couperet de la vérité. Bon, ces quelques mots donc pour vous rappeler que quand nous disons vérité, nous référons à un concept subtil et variable. Moi, je dirais que, en fait, la vérité se tient à la bordure. Elle encadre, elle limite, elle est un peu la ligne de démarcation, n'est-ce pas, entre le possible et l'interdit. Elle circonscrit, pourrait-on dire, l'espace discursif. Et pourtant, et c'est tout le paradoxe, elle constitue elle-même une part de la construction, parce qu'elle ne peut pas littéralement préexister à la structure du discours qui va permettre de la définir tout en s'y achevant. Elle est donc à la fois la frontière de l'édifice et une partie de celui-ci. Elle est le mur d'enceinte et la fondation. Quand bien même la vérité serait considérée comme un donné pur, à respecter avec d'infinis scrupules, quelle élaboration intellectuelle pourrait faire l'économie de la redéfinir ? Bien sûr, la vérité ne souffre pas le compromis, qui, en cette circonstance, virerait d'ailleurs à la compromission. Il n'est pas utile d'insister sur le danger extrême que représenterait un relâchement de l'existence de vérité. Plus qu'un devoir, la vérité est une méthode. L'exigence de vérité n'est jamais optionnelle. Elle ne se négocie pas. Il n'y a pas, pourrait-on dire, d'économie de la vérité. Il ne peut y avoir qu'adéquation ou soumission. Mais, il faut être subtil, parce que la contrainte de vérité n'est jamais dénouée d'ambiguïté, parce que la contrainte de vérité doit elle-même être travaillée pour être rééchafaudée, réélaborée en fonction des attentes, des connaissances, du corpus, de la richesse discursive, etc. Bon, après, c'est quelques mots peut-être trop théoriques. Laissez-moi donner quelques exemples, voyez-vous. Quel est le diamètre du Soleil ? Bon, si vous tapez sur Wikipédia, vous allez trouver la réponse. Je ne la connais pas d'ailleurs. C'est un peu embêtant pour un astrophysicien, je dirais 700 000 km. Ça ne doit pas être trop loin. C'est peut-être le rayon, ça. Bon. Allez, disons que le diamètre est de l'ordre du million de kilomètres. C'est l'ordre de grandeur. Pour un théoricien, les ordres de grandeur, ça suffit.
Si vous regardez sur Wikipédia, vous allez trouver un chiffre bien sûr beaucoup plus précis que celui que je viens de vous dire, avec beaucoup de décimaux, et puis une barre d'erreur. Vous allez trouver que c'est telle valeur, plus ou moins telle valeur, qui est l'incertitude de mesure. Et donc c'est vrai. Et si on vous dit, mais non, la Terre est dans le Soleil, bah, c'est faux. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, le Soleil a un rayon de 700 000 kilomètres, la Terre n'est pas dans le Soleil. Bah si, je crois que la Terre est dans le Soleil. Je crois que c'est beaucoup plus exact de dire que la Terre est dans le Soleil. Parce que finalement, le bord du Soleil, il est arbitraire. Le diamètre du Soleil dont il est question, c'est le diamètre apparent du Soleil. C'est la taille à partir de laquelle la lumière, si vous voulez, hop, fuit dans l'espace. Très bien. Mais le vrai Soleil, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce qu'il produit, y compris le vent de particules qu'il induit, y compris le champ électromagnétique très intense, qui nous sert d'ailleurs de bouclier et nous prémunit contre les rayons cosmiques. De ce point de vue qui, physiquement, scientifiquement, est beaucoup plus raisonnable. Nous sommes dans le Soleil. Bergson disait que nos corps vont jusqu'aux étoiles. Mais en fait, ce sont peut-être les étoiles qui vont jusqu'à nos corps. La Terre est dans son étoile. Alors, quelle est la vérité? Mais bien sûr, c'est subtil. Alors, naturellement, on pourrait objecter, oui, mais il n'y a ambiguïté que parce que le concept de soleil n'est pas bien défini. Mais bien sûr que quand on définit mieux, une fois qu'on a identifié l'ambiguïté, on peut toujours améliorer la description de ce qu'on cherche, de ce sur quoi on cherche un énoncé vrai, de façon à lever les ambiguïtés. Mais le problème, c'est que dans la grande majorité des cas, on ne fait jamais ces précisions avant de poser la question, parce qu'elles n'ont pas encore été identifiées. Et donc la question de la vérité, enfin le point, le questionnement, disons, l'interrogation, voilà, sur la vérité de la réponse est en fait mal définie. Donc une question qui paraît aussi triviale que la taille du Soleil a en réalité un très grand nombre de réponses suivant les attentes que vous avez quant à la définition du Soleil. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous intéresser, vous êtes en train de régler votre télescope, c'est tout à fait évident que vous parlez de la taille apparente du Soleil. Mais si vous êtes en train de tenter d'évaluer jusqu'à quelle distance vous êtes protégé contre un certain vent cosmique, c'est tout à fait évident que vous ne parlez pas de cela. Et quand on n'a pas précisé, alors on fait comment? Ben on ne fait pas. Voilà, il faut faire très attention à la plurivocité des questions, non pas forcément parce qu'elles sont mal posées, mais parce que le régime de vérité devient alors, pourrait-on dire, implicite. Bon, c'est un peu l'exemple que donne Nelson Goodman, dont je vous reparlerai plus tard, avec ce soldat imaginaire auquel son supérieur hiérarchique disait « tire sur le condamné à mort s'il bouge ». Et hop, le caporal tue immédiatement le condamné à mort qui n'a pas bougé. Le lieutenant lui dit « mais il n'a pas bougé ». Et le caporal répond « mais la Terre se déplace à 20 000 km/h ». Alors, bien sûr, ça ressemble ici à une blague. C'en est un peu une d'ailleurs. Parce qu'on a tous compris que quand il a dit « tue-le s'il bouge », c'était sous-entendu s'il bouge par rapport à la Terre. Oui, dans ce cas, le sous-entendu est clair. Donc dans ce cas, on peut se permettre de ne pas l'expliciter parce que, pour quiconque doué d'une raison minimum, on comprend très bien que c'est ce dont il est question. Mais dès lors que l'on affronte les cas subtils, les cas subtils sont les cas où l'investigation est encore en cours. Ce sont les cas où l'image du réel n'est pas claire. Et donc, ce sont les cas où on ne précisera pas la restriction de cadre qui nous intéresse, précisément parce que nous n'avons pas encore compris que cette restriction pouvait être à l'œuvre. Et donc, la vérité de la réponse sera extraordinairement ambiguë. Voilà. Donc, il va falloir, là encore, faire preuve d'un peu de nuance. Moi, je crois qu'il est nécessaire de rappeler que la science ne touche peut-être pas, ou ne révèle peut-être pas le réel en lui-même. Le prisme physico-mathématique, finalement, est une perspective. Alors, c'est une idée un peu subversive, hein. Beaucoup, aujourd'hui, chez les scientistes, aimeraient l'idée que la science soit le monde en tant que tel. Il n'en demeure pas moins que ce perspectivisme n'est pas un nihilisme et n'est pas forcément, du tout, loin s'en faut, une offense à la science. Et je crois qu'on pourrait même aller plus loin encore. Je vous le soumets bien sûr à titre d'interrogation. Indépendamment de la science, le réel en lui-même existe-t-il? Y a-t-il un en-soi des choses
une essence absolument indépendante de toute manière d'appréhender la chose. Bon. Il se pourrait que cette ontologie soit en réalité un concept vide. Alors il n'est pas question naturellement de nier l'existence de quelque chose qui s'impose à nous. Je le reconnaissais même au départ comme un des fondements peut-être de la démarche scientifique, cette quête de l'altérité. Ça c'est très clair. Il n'est pas question de plonger dans un solipsisme désuet, c'est-à-dire la croyance que la réalité n'existe pas en dehors de celui qui la pense. Bon, ce qui est d'ailleurs une proposition infalsifiable, mais extrêmement pauvre. Mais il est question, en revanche, je crois, de s'interroger sur la pertinence et même sur la possibilité de penser ce quelque chose indépendamment d'un axe particulier d'appréhension. Serait-ce si grave d'accepter que la science est un jet, comme ça, un trait, pourrait-on dire, sur le réel, un élan jaculatoire sur le réel qui n'est pas nécessairement unique et qui n'est même factuellement pas unique. Je crois d'ailleurs que l'art est lui aussi très poreux à cette extériorité, à cette altérité, et qui ne s'oppose pas du tout en réalité à la science. Peut-être est-il judicieux à ce titre de revenir un peu plus profondément sur le philosophe analytique américain Nelson Goodman que j'évoquais il y a quelques instants. Bon, Goodman, il est intéressant parce qu'il a commencé avec des ouvrages très techniques à Harvard. Je pense que le premier, c'est The Structure of Appearance, après Fact, Fiction and Forecast, donc la structure de l'apparence, fait, fiction et prédiction. Et puis il y a toute une évolution comme ça de sa pensée, depuis une philosophie analytique très ardue, avec des formules mathématiques, etc., des textes assez durs à lire, assez formels. Il s'intéresse par exemple à la question des conditionnels contrefactuels, qui sont des questions complexes de théorie du langage. Comment par exemple la proposition s'il n'y avait pas eu l'épidémie de coronavirus, je serais en ce moment en train de faire court, c'est une proposition vraie, mais comment sait-on qu'elle est vraie puisqu'elle n'a pas eu lieu? Voilà, ce ne sont pas du tout des questions de philosophie philosophante, c'est vraiment des questions très techniques de philosophie du langage. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que Goodman ensuite va écrire une œuvre qui est la plus connue, et à mon sens pour une fois d'ailleurs la plus intéressante, qui s'appelle Ways of World Making, manière de faire des mondes. Et dans Manière de faire des mondes, Goodman va proposer une très intéressante et très étrange vision du réel. En fait, Goodman va considérer que le monde n'existe pas. Il y a des mondes qui sont associés à nos systèmes symboliques. C'est-à-dire que pour Goodman, nous sommes des démiurges, nous sommes des faiseurs de mondes. Les quarks, les fées, les équations différentielles et les licornes ne vivent pas dans le même monde. Si l'on appelle métamonde ou mégamonde la structure universelle qui les regrouperait tous, elle n'a plus ni saveur, ni odeur. Elle ne mérite pas qu'on se batte pour elle. Ce que veut dire Goodman en réalité, c'est que nous inventons des systèmes qui sont parfois erronés, je vais y revenir, c'est moins un concept de vérité que d'adéquation, qui parfois fonctionnent très bien, mais qu'en réalité, il y a une sorte d'incommensurabilité entre ces constructions. La science, pour lui, est une magnifique construction. Goodman n'est pas du tout anti-scientifique, pas du tout. Mais c'est une construction parmi d'autres. Voilà ce qu'il propose. Il n'y aurait pas d'extériorité à ce monde de mondes. Le monde unique auquel nous référons d'habitude, finalement, littéralement, il n'existerait pas, puisque exister, ça veut justement dire s'extraire, ça veut justement dire marcher hors, ça veut dire s'extirper. Alors, ce que je veux dire dès maintenant, c'est que l'acception goodmanienne, que je trouve extrêmement intéressante, n'est pas du tout un laxisme. Il appelle d'ailleurs cela un relativisme radical sous contrainte de rigueur. Et Dieu sait que de rigueur, il n'en manque pas. Faire un monde, c'est une activité à risque. Goodman ne dit pas du tout que tous les mondes sont possibles. On le sait bien. Hélas, la pensée humaine regorge de mondes immondes, de mondes qui ne fonctionnent pas. Tout ne fait pas monde. Tout ne fait pas monde dans le système goodmanien.
En fait, considérer la physique, par exemple, comme une manière de faire un monde, c'est pas lui faire offense. C'est non seulement reconnaître aux scientifiques la créativité qui est la sienne, et lui donner le droit, voire le privilège, de ne pas avoir à embrasser la totalité du réel. Et la question de la vérité est particulièrement intéressante du point de vue du constructivisme goodmanien. Parce que, là encore, il ne va pas du tout proposer un amoindrissement du concept de vérité. En fait, ce qu'il va plutôt dire, c'est que la vérité, ce n'est pas forcément le critère le plus adéquat dans tous les mondes. Qu'est-ce que la vérité dans une sonate de Beethoven? Non, il va trouver un nouveau critère, peut-être plus profond, qu'il appelle le fitting, c'est-à-dire l'adéquation, l'ajustement. Et à partir de là, on va pouvoir s'intéresser à la cohérence interne d'un monde sans devoir nécessairement le soumettre à des règles ou des contraintes qui ne sont pas les siennes. Parfois, Goodman disait la vérité c'est trop ou trop peu. Et j'aime bien son exemple. Pourquoi c'est trop ou trop peu? Bien, d'abord, c'est trop peu pour la raison que je viens de vous dire. Dans le vol d'une mouche, la vérité n'est pas un critère pertinent. Il y a énormément de mondes signifiants qui n'ont rien à voir avec la vérité. Quand votre enfant va regarder un dessin animé onirique où on voit des licornes danser, ça va complètement changer. Enfin, si le dessin animé est bon, prenons plutôt un Miyazaki par exemple, voilà, un très bon dessin animé, ça va complètement changer peut-être son appréhension du monde. Ça a un effet, ça crée quelque chose pour lui. La question de la vérité est juste mal posée, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, pourquoi? Parce que vous ne dites pas à votre enfant « Regarde l'animal fictif qui se présente sous la forme d'une licorne ». Quand vous sortez du dessin animé, vous dites « La licorne ». Ça fonctionne. Elle est réelle dans le monde fictionnel du dessin animé qui a été vu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle a sa réalité propre dans ce monde construit. Quand le monde fonctionne, il fonctionne. C'est pas la vérité la question, c'est l'adéquation. Donc ça, c'est pour dire la vérité. Finalement, c'est trop ou trop peu. Et donc là, je disais... C'est trop peu, mais on peut aussi dire c'est trop. Pourquoi? Il donne l'exemple, me semble-t-il, d'un témoin convoqué à un procès. Et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Non mais, heureusement que vous ne le faites pas. Heureusement que vous mentez. Qui aurait envie de connaître toute la vérité? Voulez-vous connaître en ce moment la couleur de mes chaussettes? Elle n'a absolument aucun intérêt. Personne ne veut savoir toute la vérité, même pas toute la vérité reliée à une affaire criminelle. L'immense majorité des vérités n'ont absolument aucun intérêt. On ne veut pas les connaître, on ne veut pas les savoir. Donc la vérité, dit Goodman, c'est peut-être trop ou trop peu. Il faut penser dans un cadre qui est à la fois plus large, celui de l'adéquation, et peut-être plus exigeant pour évaluer certains mondes. Voilà. Même dans les mondes où la vérité est pertinente et signifiante, faut-il en faire un maître absolu et omnipotent? Voilà la question sous-jacente. Faut-il s'y soumettre tout à fait? Alors, il ne s'agit pas, évidemment, un instant, répétons-le une dernière fois, de faire l'éloge du mensonge ou de l'approximation. Ça n'aurait aucun intérêt. Mais, ce qui est vrai, que ça nous plaise ou non, ne l'est que relativement à un certain nombre de conventions qui peuvent s'avérer parfois dangereuses, autant qu'elles peuvent s'avérer parfois tout à fait nécessaires, suivant les cas. Finalement, il faut se plier certainement à la vérité, mais garder à l'esprit qu'affronter ou interpréter différemment, le réel peut toujours révéler d'autres vérités. Alors, il convient d'être très prudent avec ces choses, parce que vous voyez très bien que poussée à l'extrême, cette proposition pourrait conduire à des aberrations, voire à un scepticisme que certains seraient tentés d'utiliser pour justifier les pires révisionnismes, négationnismes ou que sais-je. Cela, bien sûr, doit être combattu. Pour moi, sans le moindre doute, et sans la moindre hésitation, et sans le moindre laxisme. Aucun monde cohérent ne peut tolérer ces postures. Donc, ce sont des mondes morts-nés, si vous voulez. Cela est clair. Mais il n'en demeure pas moins
que le diktat de la vérité est aussi une violence, possiblement nuisible et souvent trompeuse, si elle n'est pas relativisée à la contingence des constructions qui la produisent. Voilà, je vous donnais il y a quelques cours l'exemple d'Indiens qui considèrent que la vérité c'est le temps du rêve. Vous allez venir leur apprendre ce qu'est le monde? Qui pourrait faire ça aujourd'hui? Qui aurait envie même de faire ça aujourd'hui? Il faut là encore travailler sérieusement et ne pas trépigner en ayant l'impression que tout est évident et qu'il suffit de le vouloir, la main sur le cœur.